7 erreurs qui te font perdre de l'argent en crypto. Tu l'as sûrement vu, le marché fait pas grand chose. En ce moment, je me concentre à faire des mini-formations de 30, 45 minutes, d'accord, à but pédagogique où je te partage énormément de valeurs que j'ai acquises ces dernières années. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de voir des erreurs, d'accord, qui j'espère que tu vas pouvoir éviter grâce à cette vidéo, qui peuvent impacter ton temps, impacter ton argent. Et on apprend de ces erreurs bien sûr, mais on peut apprendre des erreurs des autres, d'accord. Faut pas être focalisé bien sûr que sur soi-même. Oui, l'expérience joue un rôle important dans l'apprentissage dans n'importe quel domaine, mais voilà, s'inspirer des autres, s'inspirer des erreurs qu'ils ont faites. Et là, parmi les 7 erreurs, il y a des erreurs que moi j'ai faites, il y a des erreurs que j'ai vu faire d'autres personnes également, d'accord. Et le but c'est que tu les évites, d'accord, tout simplement. Pour te faciliter la vie, j'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce que je vais dire dans cette vidéo, les moments les plus importants et mes meilleurs conseils. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu télécharges cette fiche, tu la gardes bien au chaud et tu peux la ressortir quand tu le souhaites pour relire tes notes. Cette fiche, bien sûr, elle est entièrement gratuite. Pour la télécharger, clique sur le premier lien en description et on est parti, sois bien attentif. 7 erreurs qui te font perdre de l'argent, on est parti, on va commencer avec une erreur assez importante que je vois souvent et on va rentrer dans les détails. Là je vais vraiment rentrer dans les détails, je vais vous donner ce que vous devez retrouver à l'intérieur de cette erreur pour éviter de la faire. Et l'erreur numéro 1, c'est l'erreur que vous voyez peut-être assez souvent, mais je vais vraiment rentrer dans les détails et je veux qu'à la fin de cette vidéo, si vous êtes touché par cette erreur, et ben que vous la comblez directement, d'accord? Parce que si vous continuez à la faire, je vous le dis, vous ne ferez pas de bénéfice pendant ce cycle et sur le long terme, vous allez clairement vous allez prendre des mauvaises habitudes. Cette erreur numéro 1, c'est ne pas avoir de stratégie d'investissement. Et là, je te vois, j'ai eu ce sentiment quand j'ai commencé, ça y est, on me parle de stratégie, va falloir que je mette en place des processus, va falloir que j'ai un plan, etc. C'est chiant, ok, mais c'est un travail que tu dois faire. Si tu n'as pas de stratégie d'investissement, c'est comme un bateau qui n'a pas de boussole, qui n'a pas de cap, qui sait pas naviguer. Et ben, sur le court terme, il peut y avoir des choses intéressantes, ça peut bien se passer, mais sur le long terme, c'est voué à l'échec, d'accord, je te le dis, t'as pas un cap, t'as pas une horizon, t'as pas une vision, t'as pas une stratégie tout simplement, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc si tu as cette erreur là, et il y a de grandes chances que tu l'aies parce qu'on va voir à l'intérieur de ce que tu dois retrouver dans ta stratégie d'investissement. Donc après, stratégie d'investissement ça peut être vaste, parce que l'investissement, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être que tu fais du minage, et ben en faisant du minage, tu investis, d'accord, tu investis ton temps, tu investis de l'argent dans de l'électricité, des composants informatiques, t'attends un rendement de l'autre côté. Ça, c'est de l'investissement. Trader des NFT, c'est de l'investissement. Participer à des airdrops, c'est de l'investissement, d'accord. Bon, je sais que les gens qui me regardent se concentrent surtout sur le trading et l'investissement sur des cryptos, donc on va surtout se concentrer là-dessus, et surtout, le minage, c'est pas mon cercle de compétences, les NFT, absolument pas, donc je vais pas m'attarder sur ce genre de sujet, mais on va voir dans ta stratégie d'investissement des points que tu dois retrouver. Après, c'est très personnel, d'accord, c'est très personnel, ça dépend de ta vision, ça dépend sur quoi tu te concentres, d'accord, parce que l'investissement, c'est vaste, quand je parle comme ça, investissement, c'est vaste, d'accord. Quand tu fais du sport, t'investis ton temps, t'investis ton énergie pour avoir un retour. Ça va être une bonne santé. Voilà, l'investissement, on peut voir ça comme quelque chose de assez vaste. Mais dans tous les cas, tu dois avoir une stratégie d'investissement. Et en crypto, on va voir certains points, d'accord. Et à la fin vraiment de cette vidéo, je veux que cette erreur soit absolument comblée, d'accord. Dans ta stratégie d'investissement, la première chose, ça va être tout simplement déterminer les conditions d'entrée, d'accord. Tu dois vraiment savoir pourquoi tu rentres en position et quelles sont tes conditions d'entrée. Et ça peut être différentes conditions, énormément de conditions qui rentrent en compte. Ça peut être par exemple l'analyse fondamentale, ok. Est-ce que c'est un projet qui t'intéresse? Est-ce que à quel problème répond ce projet? Parmi quel narratif il fait partie? D'accord? Et est-ce que il répond à des conditions d'entrée que tu aimerais avoir en fonction de ta vision? Peut-être que là, demain, tu te dis, ok, moi pour ce cycle haussier, je pense que ça va être le gaming, ça va être l'interopérabilité, etc. qui vont fonctionner. Et ben dans tes conditions d'entrée, tu peux te dire très bien, et ben moi je m'intéresse surtout à ces cryptos qui répondent à ces narratifs, le gaming et l'interopérabilité. D'accord? Ça va être également l'analyse de la tokenomics. D'accord? Alors, comme je dis, ça c'est des conditions d'entrée, ça se trouve il y a des gens, ils vont rentrer sans prendre en compte l'analyse de la tokenomics. C'est leur choix, d'accord? Ça c'est vraiment personnel, ça dépend de ta vision, tes compétences, etc. de comment tu vois les choses. Il y en a qui vont te dire, moi l'analyse technique
technique, j'en fais pas du tout, parce que ça ne m'intéresse pas, et parce que c'est de la merde. Voilà, chacun a sa vision, là-dessus il y a pas de souci, mais dans tous les cas, même cette personne-là qui ne fait pas d'analyse technique, eh ben, elle doit avoir des conditions d'entrée. Donc l'analyse de la tokenomics, ok, eh ben, pareil, ça peut être le max supply, est-ce qu'on a atteint le max supply, est-ce que toute l'offre est en circulation, est-ce que il y a la distribution de jetons a été équitable, est-ce qu'il y a des vestings, etc. Et ça peut être également l'analyse technique, d'accord? L'analyse technique qui va te permettre d'avoir un bon timing, avoir un bon point d'entrée, tout ça. Ça, c'est des conditions d'entrée que tu dois déterminer, d'accord? Donc voilà, comme je dis, ça va être en fonction de tes compétences, de tes convictions, mais ça doit être clair, d'accord? Tu dois avoir une stratégie d'investissement qui te dit, ok, eh ben moi, pour rentrer sur ce genre d'assets, sur ce genre de crypto, je veux que d'un point de vue technique, on a ça. Ça peut être un retracement de Fibonacci, ça peut être retrouvé sur un niveau de support après une baisse de moins 80%, mais ça doit être noté, d'accord? Ça doit être un plan, tu dois l'écrire sur un fichier Word, sur un document, sur un papier, peu importe, mais tes conditions d'entrée doivent être claires. Ça, c'est un point important. Ensuite, numéro 2, se fixer une allocation pour chaque crypto. Ça, c'est vraiment important. Là, on rentre dans la gestion de son portefeuille, d'accord? Et déjà, est-ce que actuellement, tu sais quelle crypto tu as et en quel pourcentage de ton portefeuille, d'accord? Est-ce que tu as un graphique en camembert là qui est divisé en plusieurs parties et qui te dit ok, eh ben moi j'ai ici par exemple 15% de BTC. Ok, ici j'ai 10% d'Ether. Est-ce que tu as ça? Déjà, si tu n'as pas ça, tu dois absolument traquer les cryptos que tu as et savoir donc, quel montant tu as, le cours de la crypto et ainsi quel est ton portefeuille total en valeur en dollars, et faire ce genre de camembert. Ça te permet d'avoir une visualisation et savoir tout simplement ok, eh ben je suis investi 10% en Ether, 5% en Atom, 3% en Dogecoin, etc., etc. Déjà, si t'as pas ça, tu peux pas prendre du recul et avoir une bonne visualisation de ton portefeuille. Et ensuite, dans ta stratégie d'investissement, tu dois te fixer une allocation pour chaque crypto. Et ça dépend de quoi? Eh ben, ça dépend de tes convictions, ça dépend de tes conditions d'entrée, enfin, pas tes conditions d'entrée, mais de l'analyse fondamentale, de l'analyse de la tokenomics, etc. Et voilà, tu vas te dire, bah, BTC, moi, au vu de son analyse fondamentale, etc., au vu du contexte, etc., qui tourne autour de BTC, c'est ma plus grosse position parce que j'ai de meilleures convictions. Il y en a, ils vont te dire, ok, bah moi, voilà, tout ce qui se passe autour des real world assets, il y a un gros potentiel et je vais allouer une allocation beaucoup plus importante sur ce genre de projet parce que c'est des projets qui m'intéressent et qui ont un vrai potentiel, d'accord? Et ben voilà, mais en tout cas, tu dois te fixer une allocation pour chaque crypto. Voilà, 10% BTC, 5% Ether, 10% Polkadot, etc., etc., mais ça doit être fixe, d'accord? Et également, très important, parce que souvent on se fixe une allocation, là-dessus il y a pas de souci, mais on oublie de se fixer un rééquilibrage du portefeuille. Parce que c'est possible qu'une crypto performe bien. Cette crypto performe bien, elle double, elle triple, et les autres cryptos ne bougent pas. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que cette position va prendre une plus grosse place dans ton portefeuille. Et cette position qui était peut-être à 10% de ton portefeuille est peut-être à 25% maintenant. Et ben tu dois déterminer si tu as besoin de rééquilibrer ton portefeuille. Et ça, c'est en se fixant un montant max que tu souhaites avoir de cette crypto. Par exemple, on reprend un camembert, donc t'as 10% BTC, t'as 5% Ether, hop, ETH, t'as 10% Dogecoin, ok. Et ben par exemple, tu vas te dire, bon, moi, Dogecoin, je ne veux pas avoir plus de 20%. Et si Dogecoin performe bien et dépasse ces 20%, ok, il passe du coup à 25%, et ben tu vas dire, ok, et ben parmi ces 5%, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où c'est ça l'intérêt d'avoir une stratégie, parce que si t'as pas de stratégie, ok, Dogecoin il performe bien, tu prends des profits, qu'est-ce que tu fais de tes profits? Tu gardes ça en USDT, tu transformes ça en BTC, en Ether ou en autre crypto, qu'est-ce que tu fais? Et si c'est pas écrit sur un papier, tu risques de prendre une décision qui suit tes émotions, une décision qui n'était pas réfléchie, ou t'avais pas pris du recul avec les informations que t'avais, et le but c'est pas de faire du casino. Le but c'est pas de dire oh bon ça va bien se passer parce que les cryptos vu que ça augmente tout le temps c'est trop simple. Non, on optimise, d'accord, on essaye de performer tout ça, on n'est pas ici pour faire du loto. Et ça, si c'est fixe dans ton rééquilibrage du portefeuille, et ben tu dis ok, et ben parmi les 5% en trop, parce que je m'étais fixé 20% max sur Dogecoin, d'accord, et ben parmi ces 5%, je prends une partie en USDT et le reste je le balance en BTC, d'accord. Mais le rééquilibrage du portefeuille il est important, ce qui est tout à fait logique. Admettons que t'as une crypto qui fait un x15 x20 et je te le souhaite, et apprends 50% de ta position dans ton portefeuille long terme, tu vas bien sûr prendre des profits. Mais qu'est-ce que t'en fais? Et à partir de quand tu prends des profits? Et surtout, qu'est-ce que t'en fais de ces profits-là?
autre chose dans ta stratégie d'investissement, là je te fais vraiment un cours complet, d'accord? Là carrément j'aurais pu faire une vidéo juste là-dessus, sur ne pas avoir de stratégie d'investissement. On va voir bien sûr les 6 erreurs qui sont également importantes, mais là je te fais vraiment un cours complet là-dessus. Une autre erreur que je vois, c'est de ne pas déterminer sa balance cash crypto, d'accord? Or ça déjà ça va être les personnes qui sont all-in, qui ont 100% de crypto, ce qui est vraiment une erreur selon moi. Garder un peu de cash, ça reste toujours intéressant, mais tu dois au moins avoir une balance cash crypto, d'accord? Donc c'est pas compliqué, tu prends le total de crypto que t'as, ça te donne un montant, on va dire par exemple 10 000 $, tu prends le cash que t'as de côté, qui est prêt à être déployé sur les marchés, d'accord? Admettons 2 000 $, et ben c'est simple, t'as une balance de 20% en cash et 80% en crypto. D'accord? Et ça te permet de ajuster en fonction de comment le cycle évolue, en fonction de du contexte crypto qu'il y a en général, et de pouvoir prendre des profits, de pouvoir te réinvestir sur les marchés. Mais moi, ce que je te déconseille, c'est de ne jamais être à 0, 100 ou 100 0. D'accord? C'est une erreur parce que clairement, tu peux rater des opportunités où tu peux te retrouver coincé. Voilà. Donc, je te conseille toujours d'avoir du cash de côté ou même des cryptos de côté. Être 100% USDT, c'est pas une bonne idée, parce que si les gens qui étaient à 100% USDT quand le marché a pump à 15-16 000 $, ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Donc, garde toujours des cryptos. C'est important. Mais en tout cas, déterminer sa balance cash crypto est important. Également, déterminer des prises de profit. Très souvent sous-évalué, encore plus que les conditions d'entrée, d'accord? C'est toujours simple de rentrer en position, c'est difficile de sortir, mais voilà, déterminer des prises de profit en fonction d'un niveau psychologique, en fonction d'un retracement, d'une extension de Fibonacci, en fonction d'une zone de résistance, en fonction du market cap, et également, on peut aller encore plus loin. Est-ce que je prends des profits en fonction du Bitcoin, vu que c'est lui qui lead un peu le marché? Est-ce que c'est en fonction de la crypto en question, d'accord? Voilà, ça, tu dois déterminer des niveaux de prise de profit. Dis-toi, à partir du moment où tu rentres en position, que ça soit sur du trading, que ça soit sur de l'investissement, etc., tu dois te fixer des niveaux de prise de profit. Tu dois savoir à quel moment tu prends tes profits et combien, 10%, 20%, prise de profit partielle, prise de profit totale. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, on peut dire, ok, qu'est-ce que tu fais avec tes cryptos? Est-ce que tu fais du staking? Si oui, combien en pourcentage, d'accord? Parce qu'il y a des protocoles où si vous voulez unstake, il va y avoir des périodes de blocage, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc on va pas mettre tout en staking, mais du coup si on met pas tout en staking, on met combien? Ok. Et si on prend des profits, est-ce que du coup on enlève une partie en staking pour repasser dans la zone où c'était pas en staking, etc. Tout ça c'est des questions que tu dois te poser. Et pareil, par exemple moi j'ai des atomes, je stake mes atomes, est-ce que j'ai 100% de mes atomes en staking? Absolument pas, d'accord? J'en ai beaucoup plus en staking largement, je suis pas à 50%, j'en ai largement plus en staking que 50%, mais je les mets en staking, bien entendu, mais je garde une partie au cas où, d'accord? Faut jamais rester bloqué, et c'est comme la balance cash crypto, je suis jamais dans l'extrême, je suis jamais dans les extrémités. Ça va être également savoir quoi faire avec ses profits. Quoi faire avec ses profits? Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu fais ensuite avec tes profits? Est-ce que t'es 100% USDT? Est-ce que d'ailleurs t'es 100% USDT, ou est-ce que t'as l'USDC, t'as d'autres stablecoins? Est-ce que tu vas peut-être avec tes profits, donc par exemple tu clôtures une position, tiens, sur les Dogecoin qu'on parlait juste avant, est-ce que tu vas prendre par exemple 80% sur l'USDT et 20% sur du BTC? Est-ce que tu vas peut-être, parmi ces 80% d'USDT, peut-être que tu vas clôturer et retirer ça sur ton compte bancaire? Ça dépend aussi de ta vision, ta situation, ça c'est vraiment personnel. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes profits? Ça c'est vraiment important. D'accord, ça dépend en fonction du cycle, ça dépend où on en est. Au début d'un cycle, on va peut-être rallouer sur d'autres crypto-monnaies. Fin d'un cycle, on va plutôt sécuriser ça en USDT. Mais ça, pareil, ça doit être écrit, ça doit être clair. Ok, qu'est-ce que je fais? Également, dernière chose que je vais parler, invalidation de ton investissement. D'accord? Si ton investissement il est mauvais, que tu le traînes pendant des années, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être une annonce, tu te rends compte que la crypto est morte, tu te rends compte qu'il se passe de mauvaises choses, etc. Qu'est-ce qui peut invalider ton investissement? Ça peut être en fonction du prix, d'accord, un niveau que tu te dis, ok, si on passe en dessous de ce niveau-là, j'invalide mon investissement. Bon, on est un peu plus sur du trading, ça dépend. On peut avoir des invalidations long terme sur certaines cryptos, ça peut être en fonction du temps aussi. T'as investi sur une crypto et tu te dis, bon, si dans 3 ans cette crypto ne performe pas, c'est que j'ai eu tort et peut-être je clôture ma position, d'accord, ça peut être en fonction des annonces qu'il y a eu sur le projet, en fonction d'une roadmap par exemple qui est sortie, qui ne te convient pas, bref, invalidation de ton investissement, ça doit être clair aussi. Voilà, ça c'est pour la partie ne pas avoir de stratégie d'investissement, tu dois penser à tout. Et là j'oublie sûrement des choses, dans tous les cas,
fais-toi une liste de tout ce qui est important, d'accord? Ne te mens pas à toi-même, ok? Sois clair, et surtout, note. Note est une stratégie, tu dois savoir quoi faire, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Et pareil, là, je parle investissement, si on inclut le trading, ok, eh ben, combien tu mets dans tes investissements crypto, combien tu mets dans ton trading, super, les prises de profit du trading, est-ce que tu les laisses dans le trading, ou peut-être que tu balances une partie dans l'investissement, etc., etc. Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Et c'est pas quand tu te retrouves face à la situation que tu te dis ah bon bah je sais pas, ah bon bah je verrai plus tard, ou que tu prends une décision pourrie sous le coup des émotions, etc., etc. Non. Donc stratégie d'investissement. Là, je veux vraiment que à la fin de cette vidéo, tu aies une stratégie qui soit fixe. D'accord? Là, je t'ai quand même donné pas mal de choses, pas mal d'informations. Maintenant, faut travailler. Moi, je peux pas le faire le travail à ta place. Je t'aide, je te donne des astuces, je te donne des choses que j'ai faites, des erreurs que j'ai faites, des choses que j'ai mis en place. D'accord? Je te donne des cas concrets, mais maintenant, c'est à toi de bosser également. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, d'accord, qui va te sembler peut-être assez bateau, mais c'est vouloir être partout. Cette erreur, je veux que tu l'arrêtes, d'accord? Alors, bon, si tu débutes, tu peux avoir une excuse. En général, quand on débute, on veut toucher à tout, et c'est comme ça qu'on teste, c'est comme ça qu'on expérimente certaines choses, et voilà, on veut chercher quelque chose qui va nous convenir, et là-dessus, je le comprends totalement. Mais quand tu as de l'expérience, si tu es toujours attiré par ce biais de l'objet brillant, tu vas clairement t'en mêler les pinceaux, ok? Et ça va pas le faire sur le long terme. Donc moi clairement, ce que je te conseille, c'est de te spécialiser, ok? Comme je dis, au début tu commences, tu touches à plusieurs choses jusqu'à trouver quelque chose qui va te convenir, mais si après 6 mois, 1 an, t'es toujours là à faire du ping-pong entre certaines choses, alors qu'est-ce que j'appelle certaines choses? Dans l'écosystème crypto, il y a plein de choses. Tu peux trader, tu peux investir, tu peux participer à des airdrops, farmer des airdrops, tu peux faire du minage, tu peux faire des NFT, créer des NFT, trader des NFT, tu peux faire de la DeFi, tu peux participer aux ICO. Bon, je vais m'arrêter là, il y a d'autres choses, mais voilà, il y a pas mal de choses. D'accord? Quand tu commences, tu vas toucher un peu à tout, tu vois ce qui va te convenir. Bien entendu, c'est normal, c'est comme ça qu'on commence, c'est obligé, c'est même conseillé, comme ça, t'as des connaissances un peu partout, même s'ils sont minimes. De toute façon, tu peux pas être à 100% partout, c'est pas possible d'avoir 100% de connaissances dans tous ces domaines-là. Mais ensuite, si après 6 mois, 1 an, tu continues à aller ici, puis revenir là, etc., t'es attiré par cet objet brillant, en voyant des vidéos, en voyant des hypes et tout, tu vas pas tenir sur le long terme. Moi, ce que je te conseille, c'est de te spécialiser. D'accord? Tu te spécialises. Alors, si tu commences, je te conseille de prendre un seul domaine, d'accord? Ici, un seul thème. Donc, tu te dis, ok, bah, j'ai un peu tout testé. Maintenant, je trouve que l'investissement, c'est ce qui me paraît le plus important. Et tu te consacres à 100% dans l'investissement. Et tu vas en profondeur des choses, d'accord? Et même si tu vois, super, les airdrops en ce moment, ça cartonne, tu restes sur ton investissement, tu te spécialises là-dedans. Et ensuite, quand tu auras les connaissances, les compétences, l'expérience, ça fera des mois, voire des années que tu es là-dedans, ok. Et ben là, tiens, ok, bah, je vais peut-être un peu m'intéresser au airdrop, parce que l'investissement, ça y est, je suis calé, ok, j'ai ma stratégie qui est mise en place, j'ai des compétences, etc., tout est prêt. Bon, bah maintenant, il faut un peu que je patiente, des fois j'ajuste en fonction des moments, mais je peux m'intéresser à autre chose. Mais voilà, un seul domaine quand tu commences, et après, je te conseille d'avoir maximum 3 domaines. Moi, entre toi et moi, je te le dis, je n'ai jamais acheté de NFT, d'accord? Je n'ai pas fait de minage, bien que j'ai des connaissances. Alors quand j'ai des connaissances, c'est comment ça se passe, etc., comment les mineurs sécurisent le réseau, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Maintenant, si on me dit d'acheter ce composant, de faire tourner ça pour miner des BTC, je le dis clairement, j'ai pas honte de le dire, j'en ai aucune idée. Des ICO, pareil, ça ne m'intéresse pas, d'accord? La DeFi, bon bah voilà, bien sûr, je sais utiliser un portefeuille, je sais aller sur des protocoles, mais c'est pas quelque chose que je fais assez souvent. Des airdrops récemment, j'en farme un peu, je fais du staking, etc. Mais là où je me concentre surtout, c'est trader, investir, d'accord? Ça, c'est vraiment mes 2 domaines. Les airdrops, je m'y intéresse récemment parce qu'il y a une petite hype et clairement, il y a des opportunités à saisir, mais clairement, si j'étais au tout début, d'accord, je ne me concentrerais pas sur les airdrops parce que je n'aurais pas les connaissances nécessaires, et c'est vrai que trader, investir et me renseigner, ça, il y a des liens. Entre tout ça, il y a des petits liens, d'accord? Et c'est pour ça qu'avec l'expérience, tu peux te permettre d'aller dans d'autres domaines. Mais concentre-toi sur un domaine si tu commences, et voilà, maximum 3 domaines par la suite, d'accord? Tu ne peux pas ici être partout, selon moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Voilà, ça c'est la deuxième erreur qu'il faut absolument que tu évites. Je te rappelle, hein, tu peux télécharger la fiche récapitulative, parce que tout ça tu la retrouveras dedans, bien détaillé, etc., etc. Ça t'évitera de prendre des notes, comme ça concentre-toi vraiment sur ce que je dis. Troisième erreur, et surtout en crypto, c'est de vouloir se prendre pour un génie. Surtout quand on commence. Et c'est normal, ça le fait un peu dans tous les domaines, mais est-ce que tu connais l'effet Dunning-Kruger? Tac.
On est un peu tous touchés par cet effet quand... Est-ce que je peux mettre l'image en gros? Hop. On est un peu tous touchés par cet effet quand on commence dans n'importe quel domaine de la vie, d'accord? Mais si on est conscient de cet effet, on peut clairement l'éviter. En gros, c'est un graphique qui met en relation deux choses, la confiance en fonction des compétences, et souvent quand on commence, d'accord, on a très peu de compétences, d'accord, mais on va se sentir hyper fort avec le peu d'informations qu'on va connaître, et notre confiance va être hyper élevée, d'accord, et on arrive sur cette montagne de la stupidité où en fait on se sent super fort, on est en excès de confiance, sauf qu'on est mauvais, on a très peu de compétences, et c'est là où on peut faire de grosses erreurs, d'accord? Et tant qu'on ne fait pas l'erreur, cet excès de confiance va augmenter, et la chute peut être de plus en plus terrible, d'accord? Et qu'on commence à faire des erreurs, c'est là, ok, on se rend compte, ok, on s'est surévalué, tac, valet de l'humilité, et ensuite on peut tranquillement augmenter nos compétences et également notre confiance, d'accord? Et quand on commence à trader, quand on commence à investir, on passe tous par cette phase-là, et c'est souvent en perdant de l'argent, en perdant une somme, qu'on se rend compte qu'on est mauvais, et qu'on redescend, et on valait de l'humilité. Alors il y en a beaucoup qui abandonnent, d'accord, qui disent c'est pas fait pour eux, et ceux qui sont, on va dire, les plus vaillants, hop, ok, et ça repart, pas de souci. Mais ça, faut en être conscient, d'accord? Et peu importe, il y en a, ils vont commencer, il y en a, ça va être des traders, ils vont commencer les NFT, et ils vont avoir quand même cet effet de Dunning-Kruger, d'accord? Ça s'applique partout. Ça, si t'en es conscient déjà, ça va t'éviter énormément de bêtises, d'accord, clairement. Mais voilà, on est tous touchés par cet effet, certains plus que d'autres, mais bon, plus t'en es conscient, plus tu pourras limiter les dégâts. Et ce qui compte, c'est vraiment de bien se connaître, d'accord? Bien se connaître. Ça passe par l'expérience, ok. Là-dessus, l'expérience joue beaucoup, l'expérience sur les marchés, l'expérience en fonction du domaine en question. Mais mieux tu vas te connaître, et plus tu seras, plus tu pourras mieux t'auto-évaluer, d'accord. Tu pourras être objectif envers toi, et t'auras moins tendance à te prendre pour un génie. Quelque chose d'important est aussi rester humble, d'accord. Ça sert à rien de se dire oui. Moi, j'ai jamais compris les gens qui arrivent et oui, je connais tout, je suis le meilleur, je me trompe jamais. En fait, c'est faux, et il y a aucune utilité de dire ça. Donc, restez humble, d'accord. Acceptez qu'on connaît pas tout, et même moi, je n'ai pas la connaissance de tout, et je continue d'apprendre. Et heureusement, en fait, si on pourrait pas continuer à apprendre, ça serait quoi l'intérêt, d'accord? C'est l'apprentissage, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, restez humble. Acceptez qu'on connaît pas tout, et qu'on peut bien sûr se tromper, et accepter également que nos erreurs viennent de nous-mêmes, d'accord. Les erreurs, ils viennent pas des autres, les erreurs viennent de nous-mêmes, d'accord. Voilà, ça c'est un point important. Si tu te prends pour un génie, et en plus que tu veux être partout, là le combo. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu arrives dans un domaine, tu te crois pour un génie, tu veux toujours être partout, tu vas te ramasser, d'accord. Ça c'est des erreurs classiques, c'est des erreurs surtout un peu psychologie mindset, d'accord, comparé à avoir une stratégie de trading, où ici c'est plutôt un point de vue technique, où voilà, faut que ça soit fixe, ou ça soit déterminé sur un plan concret. Ici, voilà, je peux pas déterminer un plan concret, ça va être surtout être conscient de ça, et ne pas se prendre pour un génie, sinon, voilà, la chute risque d'être beaucoup plus important. Quatrième erreur. Elle n'est pas facile aussi qu'on débute. De toute façon, c'est des erreurs qui ne sont pas faciles, hein, d'accord, faut travailler, il y a beaucoup de l'expérience, mais ça va être de suivre la masse. Suivre la masse, pour moi, c'est une erreur, d'accord. Tu dois absolument avoir évité d'adopter un comportement de moutonnier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens ont tort, d'accord. Et tu ne peux pas avoir un comportement de moutonnier, parce que la majorité des gens ont tort, et si tu suis la majorité, tu vas également avoir tort, d'accord. Je prends des exemples tout simples. En général, si tu entends parler d'une crypto, il y a de grandes chances que ça soit trop tard, d'accord. Ça dépend comment t'en as entendu parler, mais si t'en as entendu parler à la télévision, à la radio, il y a de grandes chances que ça soit trop tard. Si t'en as entendu par des amis qui ne parlent jamais de crypto en général, il y a de grandes chances que ça soit trop tard, d'accord. Et c'est souvent comme ça. Et lors du dernier cycle, quand j'ai commencé à entendre parler de Dogecoin, de Solana, etc., ou même du BTC, des 100 000 $, etc., voilà, commencer à me méfier. Et même actuellement, BTC, là, les dernières semaines, il y avait des gens qui commençaient à en parler, des gens qui sont arrivés sur le marché. On voit qu'on est potentiellement sur un top local actuellement. En tout cas, voilà, le marché performe plus comme les dernières semaines, donc méfiance, d'accord. Quand t'entends parler d'une crypto, pose-toi vraiment la question, comment t'en as entendu parler. Est-ce que c'est par une personne qui est compétente, qui est tous les jours sur les marchés, ou est-ce que c'est vraiment dans la rue, un ami qui n'y connaît rien, les médias, ta famille ou autre. Ça, c'est vraiment important. Également, n'écoute pas
les analystes dans les médias. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les analystes que tu verras dans les médias, que ça va être macroéconomie, que ça va être investissement, voilà. En fait, en général, on va voir deux personnes, deux styles d'analystes. On va voir la personne qui anticipe toujours un crash du marché. Voilà, il y a des analystes comme ça. Ça fait des années, tous les ans, ils disent le marché va chuter, c'est la fin, c'est la fin. C'est des gens qui sont pessimistes, d'accord? C'est des gens qui veulent faire peur au monde, et c'est sûr qu'à un moment il va y avoir un crash et ils vont avoir raison, d'accord? Sauf que ça fait 20 ans qu'ils annoncent ça, et ça fait 20 ans, voire plus, que les marchés sont en hausse, d'accord? Je parle de la finance traditionnelle et également des cryptos, mais ça s'applique surtout à la finance traditionnelle. Donc il va y avoir ce type de personne qui est complètement pessimiste, d'accord? À savoir que les marchés financiers, surtout S&P, CAC 40, finance traditionnelle, ils sont voués à monter sur le long terme, d'accord? Parce que l'économie est censée aller bien, d'accord? Donc oui, il y a des périodes de crash, mais c'est plus intéressant d'être positif sur le long terme que pessimiste. Et ensuite, il y a les autres types d'analystes. Alors eux, je sais pas comment les appeler, mais c'est des analystes qui préfèrent avoir tort avec la masse, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont toujours suivre la mentalité, la psychologie des gens actuels, pour, au moins s'ils se trompent, c'est plutôt une mentalité en mode, bon, je me suis trompé, mais vous pensez un peu comme moi, du coup on a tous tort, et ils veulent pas paraître mauvais ou accepter de se tromper, d'accord? Et bah, c'est des analystes qui vont un peu suivre la masse, et bon, dans tous les cas, moi je te conseille de ne pas écouter également les analystes. Donc n'écoute pas les gens qui n'écoutent pas la masse, d'accord? Parce que les gens ont plus souvent tort. N'écoute pas également les analystes. Donc là tu vas dire, bon bah j'écoute qui? Eh ben écoute-toi, écoute-toi tout simplement. Pourquoi? Parce que bah en fait écoute ton plan, quoi. Écoute ton plan, écoute tes convictions. Alors oui, c'est pas facile, et je sais que avec l'expérience que j'ai, c'est plus simple à dire, et quand on me disait ça au début, je disais bah ok, j'écoute mon plan, j'écoute mes convictions, sauf que ça fait 6 mois que je suis sur le marché, je connais 20% de ce que les meilleurs connaissent, même pas, je suis mauvais, je perds de l'argent, super, j'écoute mon plan, mais je suis mauvais, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence entre se former, apprendre comme ce que tu es en train de faire actuellement, etc. et suivre quelqu'un bêtement lorsqu'il dit ah bah cette crypto elle est bonne, j'achète, oh bah vous achetez, cette crypto elle va faire 60, on va vous acheter. Il y a une différence, d'accord? Donc oui, suis des personnes compétentes, apprends auprès d'elles, forme-toi, etc. mais n'écoute pas et suis pas aveuglement quelqu'un qui va te dire ah bah cette crypto elle va faire 60, achète-la, tu l'achètes, cette crypto va faire... Non, il y a clairement une différence. Ensuite, l'expérience joue énormément. Et tu verras que ce que je dis là, écoute ton plan, écoute tes convictions, et ben quand tu vas avoir ce déclic, quand tu vas avoir les connaissances et les compétences, là où tu vas le plus apprendre, c'est quand tu vas te faire confiance et que tu vas t'écouter toi-même. Oui, tu vas faire des erreurs, oui, tu vas perdre du temps, oui, tu vas perdre de l'argent, mais tu vas beaucoup plus progresser. Et clairement, je le dis, il n'y a rien de pire qu'être dépendant à quelqu'un. Vaut mieux faire une erreur soi-même qu'une erreur à cause de quelqu'un, d'accord? Et même si le quelqu'un ne fait pas une erreur, et on va dire qu'il a fait quelque chose de positif, tu vas tomber dans une dépendance, et il n'y a rien de pire que d'être dépendant à quelqu'un. Donc vaut mieux avoir tort par soi-même que raison, clairement, à cause de quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment important. Comme je dis, c'est pas facile. Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, quand j'ai commencé, je l'ai entendu assez souvent ça, de voilà, prenez vos propres décisions, soyez maître de vos propres convictions, de vos propres décisions. Oui, c'est chiant, ok, parce que quand t'as pas de connaissances, pas de compétences, ça fait peur de prendre ces décisions, mais voilà, surtout forme-toi, développe tes compétences, tes connaissances, d'accord, et écoute les conseils que je te donne, que les autres conseils que te donnent également, mais n'écoute pas aveuglément des gens, renseigne toujours de ton côté sur ce que t'entends, ce que tu vois, etc. Fais tes propres recherches et fais-toi confiance, d'accord, c'est ça. Alors fais-toi confiance, voilà, je veux pas non plus que tu fasses de la merde, d'accord, mais c'est comme ça que tu vas clairement progresser, et ne crée pas de dépendance, ça c'est important. Donc voilà, quatrième erreur, ne pas suivre la masse. Une autre erreur qui peut te coûter assez cher, clairement, ça va être de négliger, si j'y arrive, la sécurisation de tes cryptos. C'est un point où je vois des gens, après 1 an, 2 ans, 3 ans dans la crypto, ils ont toujours pas de ledger, et en fait, ces personnes-là, tant qu'ils ne se font pas hack, tant qu'ils ne se font pas siphonner un wallet, ils achèteront pas de ledger. Et il y en a beaucoup, en fait, ils attendent qu'il y ait un mal pour agir. Non, anticipe ce mal, prends tes précautions et sécurise tes cryptos. Et on parle même pas obligé de ledger, mais déjà, sécurise tes exchanges. Ok.
sécurise tes exchanges. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser ces exchanges? Ça veut dire déjà avoir un mail unique, d'accord? Un mail unique par exchange. Ça t'évitera des hacks de type phishing ou autre parce que tu auras un mail unique par exchange. Ça va être un mot de passe qui va être compliqué et différent également de chaque exchange. Ça va être un 2FA, d'accord? Une double vérification. Au moment où tu te connectes, on te demande une double vérification tout simplement pour te connecter. Alors il y a plusieurs types de double vérification. Il va y avoir les doubles vérifications digitales, assez connues, je pense que t'as déjà utilisé comme Google Authenticator, où on te demande un code. Le mieux, c'est des 2FA physiques, par exemple de type YubiKey, où en fait au moment où tu vas connecter tu vas mettre ton adresse mail, ton mot de passe, et ben tu vas connecter comme ça une clé USB dans ton PC ou dans ton téléphone. Il y a plusieurs types de YubiKey, voilà, il y en a plusieurs, et ça va être une confirmation physique, d'accord? Personne qui a sans cette clé peut se connecter à la plateforme en question, et il n'y a rien de mieux pour sécuriser un exchange, d'accord? Donc voilà, ça c'est un petit tips que je te donne, ça coûte 60 balles, 70 balles, je sais plus combien ça coûte, mais clairement ça vaut le coup. Ok. Ensuite, ça va être au niveau alors les hot wallets. Méfiance au niveau des hot wallets, donc par exemple de type MetaMask, Kepler, etc. Trust Wallet, tout ça, uniquement pour faire de la DeFi. Tu stockes pas tes cryptos dans un hot wallet, d'accord? C'est une erreur monumentale de se dire ok, bah je mets ça parce que c'est connecté à internet en fait. Ta site phrase est connectée à internet, allez comme ça dans ton ordinateur. Si tu télécharges un virus ou autre, on peut récupérer ta site phrase et on peut clairement siphonner ton wallet. Donc il n'y a rien de mieux que d'avoir un cold wallet. Alors bien sûr, si tu veux investir dans une ledger ou autre, ça dépend du montant que tu as en crypto. C'est sûr que si tu as 100 € en crypto, ça sert à rien d'avoir un ledger. D'accord? Parce que le prix de la ledger va coûter le prix de ton portefeuille. Par contre, quand tu commences à avoir des sommes à 4, 5, 6 chiffres ou plus, et plus c'est fortement conseillé, d'accord, mais déjà à partir de 5 chiffres au moins, je te le recommande, c'est d'avoir un cold wallet, Ledger, Trezor, ça, bon, tu te renseignes, ça dépend en fonction de tes convictions, et de bien sécuriser, bien entendu, tes 24 mots. Ça, il y a plein de stratégies, c'est personnel, ça sert à rien de chercher la méthode miracle, il y a toujours une mini faille dans chaque méthode, ce qu'il faut, c'est trouver celle qui te convient, d'accord? Voilà, donc néglige pas la sécurisation de tes cryptos, n'attends pas s'il te plaît, n'attends pas de te faire hack, de perdre de l'argent, qu'il y a un problème pour te dire ah bah tiens, si j'avais su, ah bah tiens, mais maintenant je vais le faire. Et il y en a beaucoup qui ont attendu ces erreurs-là de se faire hack pour se dire ah bah tiens, j'aurais dû prendre une ledger. Non, anticipe toujours à l'avance et ça t'évitera sûrement de perdre de l'argent. Parce que souvent, construire un portefeuille sur le long terme, c'est long. En fait, c'est simple, enfin non, c'est long de faire ça, par contre c'est simple de faire ça, d'accord? C'est très simple de tout perdre d'un coup, d'accord? En général, vous ferez très peu ça, par contre vous ferez très peu ça, par contre vous pouvez très rapidement tout perdre. Donc voilà, prenez en compte que si vous faites n'importe quoi, si vous négligez la sécurisation de vos cryptos, eh ben vous pouvez ruiner des mois, voire des années de travail en 1 minute ou 2 si vous avez fait une erreur, d'accord? Il nous reste deux erreurs, toujours des erreurs très pertinentes. Attention à ne pas être trop diversifié. Alors là, il y en a qui vont me dire quoi? On me dit que plus je suis diversifié, moins je prends de risques, et plus c'est safe, et plus nanana. Attention. Il y a Warren Buffett qui a dit une citation, je vais te l'écrire ou je peux la taper sur internet. Hein. Je pense que je peux la taper. La diversification est une protection, je vais la trouver juste avec ça, est une protection contre l'ignorance. Alors, je sais pas si je vais la trouver ici, peut-être dans les images, mode citation. Bon, je l'ai pas. Bon, Brave là-dessus pour les recherches internet, c'est moins bon que Google, mais bon, c'est pareil, c'est pas grave. Il a dit globalement que la diversification est une protection contre l'ignorance. Elle ne s'applique pas vraiment à ceux qui agissent en connaissance de cause. D'accord? Je répète, la diversification est une protection contre l'ignorance. Elle ne s'applique pas vraiment à ceux qui agissent en connaissance de cause. D'accord? Vouloir être trop diversifié, ça va potentiellement diluer tes gains. Je prends un exemple tout simple. Tu as 20 cryptos, d'accord? Tu alloues 5% à chaque crypto, d'accord? Donc tu as 100% dans ces cryptos. Si le lendemain tu as une crypto qui fait un x2, d'accord? Ton wallet, ton capital va augmenter
de 5%, d'accord? Maintenant, à l'inverse, si tu as 5 cryptos, avec 20%, 5 cryptos avec 20% chacune, si là, t'as une crypto qui double, ton wallet va augmenter de 20%. Et là, tu vas me dire, oui, mais du coup, j'ai moins de crypto, donc faut que ça soit les bonnes, parce que du coup, s'il y en a 15 autres qui, si c'est les 15 autres qui pump, bah, je gagnerai, etc. Et c'est là où ça va dépendre de tes compétences et tes connaissances, d'accord? Un débutant, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de sélectionner 5 bonnes cryptos que quelqu'un qui a de l'expérience, d'accord? Et c'est pour ça qu'en général, les débutants, ils en ont 80, 100, 200, parce qu'ils se disent, bon bah, au moins sur les 200, je suis sûr d'avoir la bonne. Sauf qu'en fait, les gains vont être dilués par tout le reste du portefeuille. Trop de crypto, c'est également beaucoup de temps pour se tenir informé. Si t'as 500 cryptos, j'exagère, mais si t'en as énormément, moi par exemple sur mon wallet long terme, là actuellement, je dois en avoir 15. Je dois en avoir 15 et j'ai jamais eu autant de cryptos. Dans mon wallet long terme, je parle vraiment, j'ai d'autres positions à côté, mais c'est plutôt sur du trading long terme, mais vraiment d'un point de vue investissement, j'en ai 15 et c'est la première fois là que j'en ai autant. Avant, j'en avais pas autant, et là, voilà, c'est mon max pour le moment, j'ai pas d'autres cryptos en vue à prendre, mais voilà, 15, ça fait déjà beaucoup. Et le problème, c'est que ça demande du temps pour se tenir informé sur chaque crypto. C'est également des frais de transaction, d'accord? Si tu fais des swaps dans ta ledger en fonction de certains wallets, etc., c'est des frais de transaction. Et également, bah, si la crypto performe, elle dilue les gains. En fait, c'est important de comprendre qu'être trop diversifié en crypto, ça réduit pas ton risque. Il y en a beaucoup qui se disent, ah bah super, j'ai plein de cryptos, ça réduit ton risque. Non. En général, si le BTC dump, si le BTC prend moins 20%, toutes tes cryptos vont prendre un moins 20, moins 30%. Donc t'es pas spécialement plus diversifié. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Il y en a beaucoup qui se disent, j'achète 100 cryptos, c'est obligé, il va y avoir une pépite là-dedans, sauf que la pépite, elle est diluée par les autres gains de toutes les pertes ou le fait que les autres cryptos ne fassent pas grand chose. Donc être trop diversifié, c'est pas la bonne chose. Maintenant, voilà, je comprends cette mentalité de se dire, oui, je diversifie parce que je veux avoir la bonne. Le mieux, c'est que tu te formes, tu choisisses les meilleurs cryptos et tu patientes et que tu aies confiance en tes investissements. D'accord? Maintenant, voilà, trop diversifié, ça va plutôt te protéger, mais voilà, en fait, c'est ça. Être trop diversifié, ça va plutôt te protéger, et encore. En crypto, c'est bof, ok. Et par contre, si tu cherches à pas te diversifier, mais à te concentrer sur certains actifs, c'est là où tu peux clairement améliorer ta performance. Mais ça demande d'avoir des connaissances, des compétences pour choisir les bons projets, bien entendu. Mais c'est toi qui dois te former pour éviter d'être trop diversifié et prendre les meilleurs projets. Dernière erreur, manquer de patience. Bon, assez classique, j'ai envie de te dire, mais on va quand même rentrer un peu en détail. T'es dans un écosystème qui déjà va vite, tout va vite. Comparé à la finance traditionnelle, c'est un Bitcoin, c'est utiliser du levier sur le SP500, hein, c'est un peu ça. Alors gros levier on va dire, mais voilà, les cryptos tout va vite. Déjà, si tu trouves que ça va lentement dans les cryptos, c'est vraiment que il y a un problème, d'accord, et que tu manques vraiment de patience, parce que déjà comparé à la finance traditionnelle, alors que je n'en fais pas, le marché crypto évolue très vite. Donc voilà, attention à pas de manquer de patience, d'accord. On voit le marché comment il évolue, il prend un moins 80% et 2 ans après il fait un x4, ok. On est sur un marché qui ça part dans tous les sens, mais il y en a beaucoup qui pensent que le marché ne fait pas grand chose et qui manquent clairement de patience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des opportunités, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des opportunités. C'est juste que t'es pas spécialement formé, entraîné à les voir, d'accord? Et dans tous les cas, tu ne peux pas prendre toutes les opportunités, d'accord? Parce qu'il y en a plein, parce que ça dépend en fonction de ta stratégie, ça dépend de ce qu'on a parlé avant, et tu ne peux pas tous les prendre, d'accord? Maintenant, sache que les opportunités, il y en a tous les jours. Donc ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de vouloir FOMO, d'accord? Prends ton temps, comme je dis, des opportunités, tu peux en trouver. Deux choses, attention à ne pas rentrer trop tôt. À ne pas rentrer trop tôt, et bah, je pense un peu à ceux qui font trop du DCA, d'accord, qui font tout le temps du DCA, et quand on commence à faire du DCA pendant un bear market, qu'on est sur un top, bah, immobiliser son capital, c'est pas très recommandé, et c'est souvent ça en fait le DCA, il y a beaucoup de gens qui ne le parlent pas, qui vendent le DCA comme quelque chose de magique. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans le DCA, c'est qu'on immobilise son capital, d'accord? Oui, c'est bien de faire du DCA, pourquoi pas, ok, alors déjà, enfin je dis oui, c'est bien,
plutôt faire du DCA intelligent, d'accord, sur des grosses zones d'intervention, sur des niveaux pertinents, et pas sur des altcoins. Une BTC Ether, ça suffit amplement, mais attention à ne pas rentrer trop tôt, parce que 1, vous immobilisez votre capital, et 2, vous avez une entrée qui est mauvaise, d'accord. Souvent, dans tous les cas, je le dis clairement, l'impatience est égale à pas de stratégie. Voilà, je préfère le dire, je préfère être clair là-dessus, mais souvent, quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui n'a pas de stratégie. Quelqu'un qui a une stratégie, qui a un plan concret, qui lui dit, ok, quoi faire, qu'est-ce que je recherche, quelles sont mes conditions d'entrée, il a rien à faire à part attendre que ces conditions d'entrée soient validées et il rentre en position. Voilà, moi quand j'ai un setup de trading, d'accord, j'ai ma condition A, j'ai ma condition B, C, D, etc. D'accord? Tant qu'ils sont pas validés, je ne rentre pas en position. D'accord? Et si j'avais pas ces conditions-là, eh ben, je serais impatient, parce que du coup, je me dirais, ah bah, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais rentrer en position. Que là, j'ai mes conditions, je patiente. D'accord? S'ils sont validés, je rentre en position. S'ils ne sont pas validés, tant pis, j'aurai une opportunité. Dans tous les cas, des opportunités, il y en a tous les jours. L'impatience, c'est souvent qu'on n'a pas de stratégie, qu'on n'a pas de plan, d'accord? Et qu'on fait un peu n'importe quoi. Également, il y a une différence entre court terme et long terme, d'accord. Attention à ne pas confondre les deux. Il y en a qui achètent comme ça sur du spot long terme et qui veulent que le lendemain la crypto fait x2. Ou il y en a qui vont acheter en weekly, ils vont se mettre sur une crypto en weekly, d'accord. Voilà, ils vont se mettre en weekly comme ça et ils vont commencer à regarder en 1 heure, en 15 minutes leur investissement. Non. Pareil, ça, si c'est le cas, c'est pareil, vous n'avez pas de stratégie de sortie. D'accord? Parce que si votre stratégie de sortie est claire, vous n'avez pas besoin de regarder la chart toutes les minutes, toutes les heures, absolument pas. D'accord? Si vous avez une stratégie de sortie, vous avez des alertes, vous avez des prises de profit, c'est clair pour vous, ok? Et vous avez juste à patienter. D'accord? Mais voilà, le manque de patience, c'est souvent un manque de stratégie, et ça fait le lien à la première erreur que j'ai parlé. J'ai fini, j'ai dit les 7 erreurs selon moi qui étaient importantes, 7 erreurs que il y en a que j'ai faites, honnêtement. En général, la sécurisation, j'ai toujours été assez carré là-dessus, j'ai jamais été trop diversifié. Au début, j'ai manqué de patience, ça c'est un peu tout le monde, c'est une erreur qu'on fait et après on apprend, d'accord, à vouloir mieux timer, mieux rentrer, mais oui, au début j'ai manqué de patience. Être trop diversifié, moi ça allait, négliger la sécurisation des cryptos, ça allait, suivre la masse, ça a été également, se prendre pour un génie, ça a été également, vouloir être partout, ça m'est arrivé de faire l'erreur également. Et bon, la classique, ne pas avoir de stratégie de trading, d'investissement, ça qu'on commence, tout le monde l'a fait. Ça, je l'ai fait également, voilà. Mais ça, bon, c'est réglé, heureusement, mais ça, on y passe tous. Donc voilà, des erreurs que j'ai vues, des erreurs que j'ai faites. Dans tous les cas, c'est cette erreur, si tu les appliques, et comme je dis, il y a une fiche récapitulative qui est très simple à lire en forme de mind map, d'accord? Tu l'enregistres, tu la mets sur ton PC, très bien, et tous les mois, tout quand tu veux, tu peux la rouvrir, elle te prend 30 secondes à lire, et au moins ça te permet de faire un point. Ok, est-ce que ces erreurs, je les ai faites? Et carrément, à cette fiche, tu peux ajouter d'autres erreurs, d'accord? Tu te fais des listes, et comme ça, les erreurs que tu as peut-être fait, eh ben ça t'évitera de les refaire, parce que tu pourras prendre du recul, et c'est un peu comme un journal, d'accord? Tu vois les erreurs que tu dois pas faire, et voilà, chaque semaine, chaque mois, tu dis, ok, parmi toutes ces erreurs, est-ce qu'il y en a une que j'ai fait? D'accord? Ok, j'ai fait ces erreurs, pourquoi j'ai fait cette erreur? Et là, tu peux chercher un process, des solutions pour éviter de les faire. Voilà, c'était les 7 erreurs qui peuvent te faire perdre de l'argent en crypto, qui vont potentiellement t'en faire perdre si tu ne les résous pas, du temps également, je pourrais inclure du temps dans le titre. J'espère que ça t'aura plu, ce genre de vidéo qui dure peut-être assez longtemps, 40 minutes, ça va encore. Comme je dis, le marché ne fait pas grand chose actuellement, donc j'essaye de partager de la valeur, partager des connaissances que j'ai acquises pour tout simplement que tu performes mieux sur les marchés. Voilà. Et si t'as fait des erreurs, toi, d'autres erreurs que je n'ai pas mentionnées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça peut aider également des personnes qui pourraient éviter de les faire, tout simplement. Et je serais assez curieux de voir potentiellement des erreurs qui seraient intéressantes que je n'ai pas mentionnées ici. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Récupère ta fiche récapitulative, le lien est en description. Et je te dis demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.